Aujourd'hui, la conférence va être sur la lutte contre l'Agril Dufresne. Donc, je vous présente les deux conférenciers. Donc, M. Labonté est titulaire d'un certificat en économie, d'un baccalauréat en géographie avec une spécialisation en géomatique appliquée en transport, ainsi que d'une certification comme chargé de projet PMI et une charge de cours en réalisation. Il œuvre comme coordonnateur en géomatique et en technologie de l'information à la communauté métropolitaine de Québec depuis 2002, où il dirige une équipe de 5 personnes. La nature des projets en géomatique à la CMQ varie entre autres par l'implantation de cartes interactives, d'analyse en statistique pour l'aménagement du territoire et à l'environnement et en transport. Il y a aussi M. Varin. M. Varin détient un baccalauréat et une maîtrise en géomatique appliquée de l'Université de Sherbrooke et est à l'emploi du Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy. Depuis 2003, il agit à titre de chercheur et de chef du laboratoire de télédétection forestière. Il travaille principalement sur 3 axes de recherche: la classification des essences forestières par traitement d'image, la caractérisation des milieux humides et la modélisation hydrologique. Il a participé à plusieurs dizaines de projets en lien avec ces sujets en utilisant les nouvelles technologies de la télédétection, l'approche orientée objet, l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatisé, l'imagerie satellitaire et hyperspectrale à haute résolution spatiale et le LIDAR. Donc, je vous rappelle de fermer vos cellulaires et je vous rappelle aussi qu'il va y avoir une période de questions de 5 minutes à la fin. Donc, sans plus tarder. Bonjour à tous. Bien, merci d'être en si grand nombre. Dans mon cas, c'est quand même assez rare d'avoir la chance de faire adopter par les élus de la CMQ un projet de recherche-développement, parce que c'est pour un domaine appliqué. Ça va se développer en deux blocs. Je vais présenter la mise en contexte du projet et après, le vrai spécialiste, Mathieu, va venir présenter comment il a déployé l'image hyperspectrale. On va commencer par présenter la CMQ. Souvent, on est très méconnu, soit qu'on croit qu'on est l'ancienne communauté urbaine de Québec, soit encore qu'on ne sait pas qui on est, ou pire encore, on pense qu'on est une division de la Ville de Québec. Fait qu'on va mettre un petit peu les choses au plus au clair. Fait qu'on est né en 2002 lors des fusions municipales. Je ne vois pas ce que je clique. C'est un territoire regroupant 28 municipalités, dont 5 territoires régionaux, composés des MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans, de l'agglomération de Québec, avec la Ville de Québec, Saint-Augustin et l'Ancienne-Lorette, et la Ville MRC de Lévis. Une population, on vient de franchir les 800 000 cette année. Territoire quand même assez vaste, de 3 500 km² à des fins municipalisées et de 9 500 km² incluant les 2 territoires non organisés. La mission, comme tout organisme, c'est comme une MRC, c'est le même genre de mission, cohésion entre les interventions municipales et celles des MRC, organisme de coordination dans le domaine de l'aménagement, de l'environnement, du transport, du développement économique, et on s'occupe aussi des gestions de matières résiduelles au niveau d'un plan régional. Le conseil, par défaut, le maire de Québec, il aime bien présider tout, et le président de la CMQ, le vice-président étant le maire de Lévis, et les 3 préfets de MRC sont également sur le conseil, plus 12 autres conseillers nommés. La mise en contexte du projet. On sait que dans la région de Montréal, Sherbrooke, Montérégie, l'Agril Dufresne a commencé à envahir nos arbres. En 2015, la CMQ est interpellée par l'agglomération de Québec pour coordonner des actions, commencer à voir ce qui se fait. L'année suivante, très rapidement, la CMQ s'est dotée d'un comité métropolitain pour convenir et prioriser ses inventaires de frênes. 2017, l'an passé, découverte de l'insecte et désignation d'une zone infestée par l'Agence canadienne d'inspection. Fait que le temps qu'on se réveille, qu'on mette un comité sur place, l'insecte est arrivé. Je pense que je n'ai pas besoin de convaincre personne qu'une introduction d'espèces exotiques envahissantes engendre une problématique importante, que la diminution de la canopée et engendre d'autres problèmes d'îlots de chaleur ou quoi que ce soit. On s'est doté d'un plan stratégique. Fait que première étape consiste à connaître l'emplacement des frênes. Fait que les différentes villes du territoire ont fait une enquête terrain avec des étudiants et des techniciens sur le terrain pour identifier arbre à arbre sur les territoires publics les frênes.
On s'est dit qu'il faudrait faire développer et adopter une méthode de classification en utilisant les images spectrales pour détecter tous les freins, entre autres sur les territoires privés dont on n'a pas l'information et dans les grandes forêts. Et aussi, tant qu'à faire, on a fait faire l'épinette. Contribuer au développement d'un outil d'identification des essences pour la foresterie urbaine. Puis, à la fin, il faut redonner cette information-là aux MRC et municipalités pour qu'ils puissent avoir un inventaire complet de leurs freins. Grand projet en partenariat. On s'est dit qu'il faudrait faire pour voir si ça fonctionne, parce que la recette, entre guillemets, si je peux appeler ça une recette, avec des images spectrales, n'était pas vraiment bien développée. Fait qu'il a fallu aller en recherche-développement, puis se doter d'un partenaire stratégique pour ça, avec des échantillons territoriaux. Appuyé par un projet de recherche du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes, Passeport Innovation, pour un projet global de 160 000 $ juste pour faire la recette, l'appliquer, vérifier, la valider. Ça, c'est tous les différents partenaires, le CERFO, Ville de Lévis, Québec, Hydro-Québec, le CGQ, Innovation, et bien entendu, un très gros partenaire, le MESI qu'on appelle l'économie, sciences et innovation. Les connaissances actuelles à date de cet été. 19 000 arbres sont répertoriés à bras, c'est vraiment le cas de le dire. Puis pour les territoires qu'on n'a pas l'info, on a utilisé du mieux qu'on peut au pire l'éco-forestier du 5e décennal, entre autres c'est le cas de l'île d'Orléans, où est-ce qu'il n'y a pas eu de dénombrement, pour au moins connaître la surface potentielle minimum dont ils disposent de freins. On regarde les petites cartes. Fait que sur la côte de Beaupré, 3580 freins ont été pour l'instant détectés. 1200 dans la Jacques-Cartier. Plus qu'on va au nord, le frein a de la misère vis-à-vis d'une certaine latitude. 2400 à Lévis pour l'instant. 11 800 à Québec. Là, à Québec, il y a eu beaucoup d'implantations dans les années 70. Maintenant, les arbres sont pleinement matures. Et ils ont découvert les freins, beaucoup. Ils en ont commencé à couper l'été dernier sur les plaines d'Abraham cette année. L'île d'Orléans, aucun inventaire de freins. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut se doter d'une méthode beaucoup plus automatisée afin de détecter toutes nos freins sur le territoire. Je passe la parole maintenant, qui va être plus intéressant auprès de Mathieu. Merci, Bruno. Je trouve ça plate aujourd'hui, j'ai manqué l'occasion de mettre un veston. Ça n'arrive pas souvent. Qui, dans la salle, connaît le CERFO? Ah, c'est quand même c'est bien, oui, merci. Donc, le CERFO, on est un centre de recherche collégial. On fait de la recherche appliquée. Ça, c'est notre nouveau pavillon de la recherche au Cégep de Sainte-Foy. Donc, on est un centre de recherche affilié à un Cégep. Contrairement à l'université, on se situe vraiment à mi-chemin entre l'université et le monde municipal, le monde privé, les industriels, etc. On est aussi ce qu'on appelle un centre collégial de transfert technologique. On en a parlé un peu hier au CRSNG. Donc, les CCTT, c'est des centres collégiaux comme nous, le CERFO, il y a le CIMI aussi, le CGQ, Centre de géomatique du Québec, qui est présent. Ils ont un kiosque, Lévin est juste là. Donc, le CERFO, c'est 10 chercheurs multidisciplinaires. On a des biologistes, agronomes, géomaticiens, ingénieurs forestiers, télédétecteurs. Et parmi ça, on est 5 à travailler dans le laboratoire de télédétection forestière qu'on a mis en place, ça fait il y a 5 ans. Et depuis, on a réalisé plusieurs dizaines de projets en télédétection. On a, comme on a mentionné un peu rapidement tout à l'heure, on a 4 axes de recherche, dont la modélisation hydrographique. Il y a des gens qui ont vu la présentation de Sylvain hier, on est impliqués là-dedans. La caractérisation de milieux humides, la modélisation spatiale prédictive, exemple îlots de chaleur, et finalement la classification d'essence de manière automatisée. Donc c'est le projet que je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que l'imagerie hyperspectrale? Richard Mongeau en a parlé un peu hier avec la présentation de la Ville de Montréal. En gros, je ne vais pas aller trop dans les détails, là, mais quand on parle d'imagerie multispectrale, traditionnellement, c'est des bandes assez larges, de plus de 3
souvent en infrarouge. L'hyperspectral, on va aller chercher des bandes beaucoup plus étroites sur un spectre assez large de manière continue. Donc, on parle d'une portion visible, ce qui est visible à l'œil nu, et tout ce qui est dans le non visible. Et l'hypothèse avec ça, c'est que plus on a de bandes étroites, plus il y a de potentiel à discriminer, dans notre cas, différentes essences forestières. Bruno en a parlé tout à l'heure. La CMQ, ça c'est simplement une portion. On avait 2 territoires d'études, à Québec et à Lévis. On a décidé de faire un projet pilote pour justement développer la méthode. Et donc, 2 territoires d'environ 10 km², un à Québec, un à Lévis. Pour ceux qui connaissent un peu, là, à Québec, on est dans le coin de les Galeries de la Capitale, et à Lévis, entre les rivières Chaudière et Etchemin. Alors, la première étape, c'est de faire l'acquisition des images. Ça a été fait à l'été passé. C'est le CGQ qui a monté la plateforme pour prendre les images, dont Lévin Castillo, ici présent, Johan Perrault aussi, Raphaël Gadebois-Langevin. Et donc, ça a été pris en 2 acquisitions à cause des conditions météorologiques. Vous voyez tout de suite que l'acquisition à droite, là, Québec, on a eu plus de problèmes, plusieurs problèmes liés au vent assez violent, la présence de nuages, etc. Lévis plutôt, combinaison des deux. Lévis, on a un territoire, une acquisition assez bonne, de très bonne qualité. Donc ça, c'est le système qui a été monté. On a plusieurs caméras, c'est un système multicapteur, dont la caméra hyperspectrale et aussi une caméra visible, qui a permis de prendre des images comme on voit là, toutes les villes ont, mais ces images-là ont permis de calibrer la caméra hyperspectrale et également de créer un modèle de hauteur de canopée par photogrammétrie. La deuxième étape, c'est de prendre des échantillons sur le terrain, de relever des espèces forestières, dont le frêne et l'épinette, les 2 qui nous intéressaient principalement. Alors, vous voyez qu'on a pris beaucoup de points terrain, plus de 3400 frênes. C'est vraiment l'essence qui nous intéressait ici. Puis, un exemple de ce que ça donne, là, les points relevés sur le terrain. Ce qu'on fait avec ça après, c'est je vais le montrer un peu plus tout à l'heure, mais on va délimiter les couronnes pour extraire différentes statistiques. Ensuite, la 3e étape, on va faire différents traitements sur les images pour d'abord créer une mosaïque, un catalogue des images par territoire d'études. Ensuite, on a différents défis à relever pour l'imagerie hyperspectrale. On a une certaine déformation dans l'image. Donc, on veut s'assurer que cette image-là colle bien à la réalité. Alors, on va caler l'image pour que ça corresponde bien, entre autres, au modèle de hauteur de canopée. Ce qui va nous permettre de faire un masque pour enlever tout ce qui est en bas de 2 mètres et de réaliser une première segmentation des couronnes d'arbres de manière automatique. Alors, on va générer une segmentation pour obtenir des couronnes de chaque arbre individuellement. Alors, le calage, qu'est-ce que ça donne? C'est une orthophoto qui a été justement collectée en même temps que l'hyperspectrale. Une fois qu'on met l'hyperspectrale sur cette image-là, mais c'est ce qu'on obtient, une image qui est assez bien, qui correspond assez bien à ce qu'on veut. Ensuite, vous voyez à gauche qu'en fait, on ne voit pas grand-chose sur l'image hyperspectrale. Puis, ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'à où on peut aller. Quand on extrait ces couronnes d'arbres-là, on se rend compte qu'à droite, même avec différents rehaussements visuels, ça nous permet de discriminer déjà certaines essences. Alors ça, c'est un premier pas. Ça nous permet de voir, mais il y a probablement quelque chose à faire de manière automatique. Les signatures spectrales, je ne vais pas aller trop dans les détails là-dessus, mais simplement pour montrer que chaque ligne correspond à une espèce d'arbre différent et
ça nous permet de voir sur le spectre de l'imagerie hyperspectrale qu'il y a une certaine différence même visuellement. Et ça encore, c'est un indicateur pour montrer qu'il y a une différence et c'est cette différence-là qu'on va chercher à qualifier. Alors, un zoom sur la portion visible. Oups. Ici. La portion visible ici à gauche. Donc, quand on zoome là-dessus, on voit qu'il y a beaucoup plus de différence. Ensuite, sur la portion infrarouge, on a aussi plusieurs différences. Et si je mets l'accent sur le frame, par exemple, la barre noire, dans la partie visible, on est un peu dans une impasse. On ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais une chance qu'on a une portion infrarouge où on voit que la barre noire est sous les autres essences. Pour ce qui est des résineux, là, c'est beaucoup plus facile à les distinguer, dont l'épinette, c'est notre essence cible. Par exemple, sur la portion visible, on a on peut voir par exemple la ligne supérieure qui correspond à l'épinette du Colorado. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une épinette qui est assez bleutée. Donc la portion bleue devrait être supérieure, puis c'est ce qu'on observe. Donc on est assez content avec ça. Portion infrarouge aussi, très intéressant pour les distinguer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a différents échantillons, des signatures spectrales. On va en garder pour entraîner nos modèles. On en garde une partie pour valider nos modèles optimaux choisis. On a décidé d'y aller par une approche plutôt hiérarchique. Donc, c'est-à-dire qu'on identifie les groupes d'essences résineux, feuillus. Ensuite, on va lancer des modèles pour dissocier chacune des essences dans ces groupes-là. Alors, on a extrait plus de 1000 variables, 1000 indices spectraux à partir de nos 80 bandes spectrales de l'imagerie hyperspectrale. Et ça nous permet de justement aller choisir qu'est-ce qui est significatif là-dedans. On a lancé plusieurs modèles de classification. Je ne me souviens plus qui en parlait hier, mais ce qu'on a essayé de faire justement, c'est choisir le bon modèle pour nos échantillons, contrairement à ce qu'on faisait auparavant où on modifiait notre banque de données pour que ça fitte avec un modèle en particulier. Alors, des modèles d'intelligence artificielle, SVM, RF, je n'irai pas dans les détails là-dedans, mais plusieurs différents algorithmes d'apprentissage automatique, apprentissage profond. Des résultats maintenant de validation pour Québec, qui est la portion qui était la plus difficile. Précision pour le frein un peu moins élevée, à 69%. Pour l'épinette, on était très content, 90%. Et précision globale de 89%. Donc ça reste quand même assez bon. L'indice kappa, quand c'est au-dessus de 0.7, on est content. Pour ce qui est de Lévis, Lévis, c'est vraiment notre territoire où on peut plus se fier sur nos méthodes parce que la donnée était beaucoup plus de meilleure qualité, en fait. Et donc, ce qu'on obtient avec nos modèles, c'est précision pour le frein de 85%, pour l'épinette 93%. Alors, c'était très bons résultats, on était contents là-dessus. Visuellement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez en écriture, là, c'est des points, des relevés de terrain. Donc, FRP, freine rouge, ORM, l'orme, chaîne rouge, ARS, Irabasuc, etc. Donc, ça correspond au vert qui est autres feuillus. On a regroupé les autres feuillus ensemble. Le rouge, mais c'est notre classification de freine. Donc, vous voyez que ça correspond quand même assez bien. Il y a eu beaucoup de défis là-dessus, principalement sur la qualité des images hyperspectrales. Déformation, décalage. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus pour réussir à lancer nos modèles de classification quand même. Problème d'ombre aussi à Québec notamment. À Lévis, c'était très beau. À Québec, beaucoup d'ombre, des variations radiométriques. Les arbres jeunes, les arbres plus petits à cause de la résolution spatiale, j'en ai pas parlé tantôt, mais on était à 40 cm. Il y a certains arbres qui étaient trop petits, on ne les voyait pas. Là.
Finalement, ce qu'on recommande, c'est que nos modèles sont faits, nos signatures spectrales sont acquises. Ce qui manque, en fait, c'est une acquisition d'un capteur plus opérationnel, beaucoup moins de travail sur le post-traitement et évidemment un calage plus cohérent avec le LIDAR pour nous aider à segmenter nos couronnes d'arbres. Finalement, évidemment, continuer le développement là-dessus pour identifier d'autres essences, d'autres espèces forestières, pas juste le frêne, sur un plus grand territoire, mais aussi d'autres applications avec l'hyperspectral, dont caractérisation de milieux humides. Même en géologie, c'est beaucoup utilisé. Matériaux de surface, on en a parlé un peu hier avec la Ville de Montréal. Beaucoup de collaborateurs au CERFO, CGQ, les MRC, les villes qui ont participé au projet. Voilà, merci. Merci, messieurs. Très belle présentation. Beau projet. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Donc, merci de votre présentation. C'est très intéressant. Je me demande, là, est-ce que vous avez pensé à des pistes de solutions au niveau de l'acquisition? Tantôt, tu mentionnais qu'il y avait eu beaucoup de vent lorsque vous avez fait votre acquisition au niveau de Québec. Est-ce qu'il y aurait peut-être une meilleure planification? En tout cas, bref, est-ce que vous avez pensé à des pistes de solutions? Parce que c'est intéressant, mais ça demeure quand même qu'il faut acquérir la donnée. Le projet a été présenté jeudi dernier au conseil de la CMQ. Monsieur Labaume a été hyper emballé des résultats qui étaient là, puis il a dit là, allez de l'avant, puis regardez ce qui existe. Oui, il existe un capteur, il est à Calgary, dans un avion aussi solide là, que du RGB qu'on fait faire dans toutes nos villes. Fait que sauf que c'est pas mal plus cher. Il s'appelle un quasi là, 1500. C'est un 96 bandes spectrales à 1 mètre de résolution spatiale. Fait que, oui, ça existe parce que c'est un peu plus petit capteur, mais un vrai avion. C'est un petit moteur. Mais les avions pressurisés, là, on va avoir des images beaucoup plus solides, beaucoup plus stables. Oui, je viens d'entendre dans votre réponse que ce serait 1 mètre de résolution spatiale. Là, vous travaillez avec du 40 cm. Déjà, par rapport à ça, vous manquiez de précision pour répertorier tous les arbres. Est-ce que 1 mètre, ça va avoir un gros impact sur le résultat final? Bon, bonne observation. Oui, on pense que ça va avoir un petit impact là-dessus, mais sauf que ce qu'on pense, c'est que ça va être compensé par la résolution spectrale qui est supérieure. Il y a plus de bandes spectrales. Et on pense que là, ça va compenser, mais les petits arbres qu'on voyait pas dans notre projet, on les verra pas plus à 1 mètre. Mais la différence entre les deux, je pense pas qu'on va en perdre beaucoup, là. On parle surtout des arbres matures, c'est les plus importants. Les gros arbres qui ont une grosse couronne. Donc, c'est ce qui est important à identifier. Puis, ce qui est en sous-couvert, qui est caché par des arbres plus grands, mais ça, de toute façon, on peut pas faire grand-chose avec ça. On a le temps. Oui. À savoir, de quelle façon vous avez mieux distingué les arbres malades, les frênes malades? Est-ce que vous avez plus parlé de la distinction des espèces d'arbres et non savoir quels qui étaient malades par rapport à ceux qui étaient en santé? Quand on a fait l'acquisition, la grille venait tout juste d'être détectée. Donc, on n'a pas eu de données sur quel arbre était malade, qui était affecté. Mais il y a des études qui se font avec ce genre de données-là pour identifier ces arbres malades-là, parce qu'on pense que sur la signature spectrale, il va y avoir une différence